À un moment donné, nous étions 17 dans la maison. Moi, j'ai dit à Adama Tunkara, écoute Adama, c'est moi qui veux le tuer. Alors, tu sais, c'est très simple. J'ai tout réussi dans ma vie. Moi, je vais descendre. Ils vont m'assassiner. Et comme ça, vous aurez la vie sauve. C'est-à-dire que, généralement, le chef envoie les autres à la mort. Moi, mon chef, lui décide d'aller à la mort pour nous sauver. Je lui ai dit, Alassane, mais tu sais que chez nous, au nord, dans l'histoire du Madin, les grands chefs sont toujours tombés avec un de ses lieutenants, avec un de leurs lieutenants, le plus proche. Il se trouve que, par hasard, par la volonté de Dieu, je suis avec toi. Mais moi, je descendrai avant. C'était des moments très, très, très durs. Tous les hommes m'ont dit, non, président, si vous faites ça, nous, on descend avec vous. J'ai dit, mais moi, je serai avec vous. S'ils descendent, tous on descend. Donc, je crois que c'est ce qui a fait qu'il n'est pas sorti. J'ai appelé ma fille, Bintou. Pour lui dire, écoute, Bintou, la vie, c'est comme ça, hein. C'est un chemin qu'on emprunte et qui, quelquefois, tu arrives à la fin de cette voie, tu empruntes le chemin et la voie finit quelque part. J'ai dit, bon voilà, je crois que le temps est venu pour toi de t'occuper de ta maman. Il faut que tu sois brave. L'escadron de la mort menace désormais de défoncer la grille de la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne. Pendant ce temps-là et dans l'urgence, l'ambassadeur de France et mon père s'activent en coulisses. C'est là que j'ai donc reçu un appel de l'ambassadeur Renaud Vignal me disant Monsieur le Premier ministre, je viens de recevoir un appel du président Chirac, je viens vous chercher, tenez bon. Entre 11h30 et minuit, on nous a dit de descendre avec 3 véhicules. On est sorti, on est monté dans le véhicule où il y avait l'ambassadeur, le conducteur, et l'ambassadeur avait porté un gilet, je me souviens, et il a habillé le président avec un autre, et il s'est couché sur le président pendant qu'on sortait de la cour. Dominique et moi, nous nous sommes couchés sur le siège arrière, on nous a recouverts de gilets pare-balles, et c'est comme ça que nous sommes sortis, parce que quand on sort de ma résidence, il fallait passer devant la résidence présidentielle pour aller à la résidence de France. Alors, je peux vous dire que c'est des moments dont je me souviendrai. Et le président Ouattara, ce qui m'a frappé en l'homme, c'est qu'il n'a jamais paniqué. Moi, je l'admirais avant, hein. Mais je crois que c'est ce jour-là que j'ai dit oui, ce monsieur, on peut le suivre. Nous sommes arrivés dans la résidence de France. On a été très bien accueillis par M. Renaud Vignal et Dominique May.
Alassane Ouattara à l'abri, Renaud Vignal ressort de la résidence de France pour aller parler aux militaires ivoiriens qui, menaçants, se sont postés devant l'entrée. Et c'est là qu'il m'a dit que le conducteur du char était un certain CK. Et je crois qu'il était l'aide de camp de Simone Babo, qui lui a dit, Monsieur l'ambassadeur, il a échappé belle parce que j'étais venu pour le tuer celui-là. Cette violence, au sein de la population ivoirienne, a été portée par une presse partisane et des médias complices. Ce conflit est aussi une guerre psychologique et chaque camp utilise la presse comme un instrument de propagande redoutable. Un instrument qui fait des ravages. Tous les jours, les nouvelles les plus folles, fausses ou démentes sont livrées aux Ivoiriens dans un déni constant d'objectivité, de recul et de professionnalisme. Les médias ont joué un rôle très négatif dans la crise ivoirienne. Ils ont empoisonné les esprits. Ils ont tué la société ivoirienne. Ils emmenaient la société ivoirienne droit dans le mur. Et plus ils développaient le discours de la haine, plus ils vendaient. Dénonciation, diffamation, appel au meurtre. Tous les coups sont permis dans la presse ivoirienne de l'époque. Et plus c'est gros, plus ça passe. Comme ici, où on annonce en une la libération de Bouaké, qui n'a jamais été libéré, ou là, ce titre surréaliste, enfin la guerre. Ou encore ceci, les rebelles vendent des organes humains. Tout cela pourrait faire sourire si cela n'avait eu des conséquences dramatiques pour certaines personnes, comme Alassane Ouattara qui, bien évidemment, a lui aussi été victime de cette presse en délire. Je vous ai amené un petit souvenir de l'époque et je voudrais juste que vous me commentiez si ça vous rappelle. Ah oui. Vous voyez, hein? Voyez. Ah oui, voyez. Je peux montrer ça à la télévision, mais vous voyez, ça confirme exactement ce que je disais. Ce sont des gens qui ne sont pas des démocrates. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner des élections de manière transparente et démocratique. Ils ont tout fait. Ils ont voulu me tuer, mais le peuple ivoirien ne l'a pas souhaité ainsi. Mais j'étais bien jeune, hein. Ah oui, oh là là, quelle tristesse. C'était des fabricants de haine, de mensonges, des gens, honnêtement, qui n'auraient jamais dû être à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous, journalistes, on a joué un rôle très négatif dans cette crise, il faut l'avouer. Ça a été vraiment la période la plus noire pour le journalisme. Parce que c'était n'importe quoi. On recrutait des gens qui ne savaient pas écrire, mais dont la seule fonction était d'insulter. On ne peut pas imaginer combien ce que les gens se lèvent le matin, ce qu'ils lisent le matin en allant acheter leurs journaux, peut les amener à faire ou peut les amener à penser. La télévision nationale de l'époque était justement là pour ça, donc pour exacerber ce sentiment anti-Nord, et les journaux, le sentiment anti-Nord dans le pays. On se souviendra tous encore de ces phrases de Mme Gbagbo qui disait « le Nord va payer ». La télévision d'État qui était regardée par tout le monde, on ne servait que ça à longueur de journée. Que ce soit dans les chansons, que ce soit tout ce qui touche à la vie, tout court, était empoisonné par cette situation des nordistes, des musulmans, de toutes sortes de choses. Personne, pendant un temps, ne peut oublier ce qui se disait en ce moment-là, ce qui se passait, parce qu'on a tellement préparé moralement les Ivoiriens à en découdre. On les a... que ça ne pouvait pas se passer autrement.